Des brutes attachent le garçon au rail du train, ils se libèrent et les attachent à leur tour. Antoine Dubois avait toujours été le genre de garçon qui préférait l'ombre au projecteur. À 17 ans, il avait la carrure discrète de quelqu'un qui passait plus de temps avec des livres qu'avec des haltères, mince mais pas musclé, de taille moyenne, avec des cheveux châtains qui tombaient sans cesse sur son front, peu importe combien de fois il les repoussait. Sa peau claire portait l'héritage de sa grand-mère bretonne, ce qui n'avait pas échappé à certains élèves du lycée Saint-Joseph depuis que sa famille avait déménagé dans la petite ville de Quimper il y a 3 mois. Le déménagement avait été nécessaire après la mutation militaire de son père, mais Antoine avait appris depuis longtemps à ne pas se plaindre de telles choses. Ce que les autres ne savaient pas, ce que personne au lycée Saint-Joseph ne pouvait imaginer, c'était qu'Antoine avait passé les 8 dernières années à s'entraîner au judo et à la boxe française dans diverses bases militaires à travers le monde. Son père, le sergent Dubois, y avait insisté après qu'Antoine ait été victime de harcèlement dans sa première école en Allemagne. L'entraînement était devenu aussi naturel que respiré, mais Antoine avait fait une promesse à son père. La violence était toujours le dernier recours, à n'utiliser que lorsqu'il n'y avait pas d'autre choix. Fais profil bas, concentre-toi sur tes études et laisse tes actions parler plus fort que tes poings, avait dit son père avant de partir pour sa dernière mission. Tu es plus fort que tu ne le penses, mais la vraie force, c'est de savoir quand ne pas l'utiliser. Cette philosophie avait bien servi Antoine pendant ses premières semaines au lycée Saint-Joseph, même s'il avait rapidement identifié les prédateurs de l'école. Le chef était assez évident. Kevin le goff, un terminal trapu avec des cheveux blonds coupés courts et le genre de fanfaronnade qui vient du fait de ne jamais être contesté. Il commandait une petite meute qui comprenait son lieutenant, Maxime Garnier, grand, dégingandé avec des yeux morts qui semblaient apprécier la douleur des autres, et Théo Moreau, ironiquement le seul autre élève d'origine bretonne dans leur classe, qui semblait désespéré de prouver sa loyauté à Kevin, en étant 2 fois plus cruel envers quiconque rappelait au groupe ses propres origines. Le vieux bâtiment en pierre du lycée Saint-Joseph ressemblait à un labyrinthe de points d'embuscade potentiels pour Antoine. Les couloirs étroits entre les cours, les escaliers isolés menant au sous-sol, les angles morts près du gymnase, tous des endroits où une meute pouvait coincer sa proie sans interférence. La cantine, avec ses longues tables et ses arrangements de sièges tribaux, servait de théâtre quotidien où les hiérarchies sociales se jouaient à la vue de 300 élèves. Antoine avait réussi à naviguer dans ces dangers pendant près de 3 mois grâce à une observation attentive et une invisibilité stratégique. Il déjeunait seul à une table d'angle, gardait ses écouteurs pendant les interclasses et choisissait des sièges près des sorties dans chaque salle de classe. Le système a fonctionné jusqu'au jour où il a commis sa première erreur. Il a aidé. Léa Kervern était une élève de seconde, petite même pour son âge, avec d'épaisses lunettes et un bégaiement qui faisait d'elle une cible évidente. Antoine regardait de l'autre côté de la cantine alors que l'équipe de Kevin encerclait sa table, faisant tomber ses livres par terre, tandis que Maxime tenait son sac à dos juste hors de portée. Les autres élèves évitaient soigneusement le contact visuel, soudainement fascinés par leur nourriture ou leur téléphone. « S'il vous plaît », balbutia Léa, tendant la main en vain vers son sac. « J'ai besoin de ces livres pour... »« Pourquoi ?» interrompit Kevin, sa voix portant à travers la section soudainement silencieuse de la cantine. « Pour nous ennuyer à mourir avec tes projets scientifiques bizarres ?» Antoine sentit sa mâchoire se serrer alors que Théo attrapait le cahier de Léa et faisait semblant de lire dedans avec un bégaiement exagéré. Le visage de la jeune fille devint cramoisi alors que des larmes commençaient à se former derrière ses lunettes. Autour d'eux, 3 douzaines d'élèves continuaient leur danse soigneusement chorégraphiée d'aveuglement volontaire. Avant qu'ils ne puissent s'en empêcher, Antoine bougeait. Il traversa la cantine avec l'économie de mouvements fluides que 8 ans d'entraînement aux arts martiaux avaient ancré dans sa mémoire musculaire,
mais pour l'observateur occasionnel, il ressemblait simplement à un autre élève marchant résolument vers la sortie. « Hé !» dit-il doucement, apparaissant à côté de Théo avec le genre de présence soudaine qui faisait sursauter les gens. « Tu as laissé tomber quelque chose ?» Théo se retourna, le cahier de Léa toujours dans ses mains. « Quoi ? Ta dignité !» répondit Antoine, sa voix portant juste assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Quelques élèves ricanèrent, et le visage de Théo s'assombrit. Kevin s'avança, sa masse jetant une ombre sur Antoine. « T'as quelque chose à dire, le Parisien ?» L'insulte plana dans l'air comme une présence physique. Antoine sentit le serrement familier dans sa poitrine, le flot d'adrénaline qui précédait toujours la violence. Son corps voulait bouger, voulait démontrer à quelle vitesse il pouvait mettre Kevin au sol, mais la voix de son père résonna dans son esprit, dernier recours seulement. « Je pensais juste qu'elle pourrait avoir besoin de son livre », dit Antoine, tendant la main vers Théo. « Pour le cours. »« Cours » rit Maxime, un son dur qui coupa le bruit ambiant de la cantine. « Quel cours apprend au plouc à traire les vaches ?» Plus d'élèves regardaient maintenant, certains sortant leur téléphone pour enregistrer ce qui allait se passer. Antoine pouvait voir Léa dans sa vision périphérique, toujours figée à sa table, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Donne-lui le livre », dit Antoine, sa voix stable malgré la tempête qui se construisait à l'intérieur de lui. Kevin s'approcha, assez près pour qu'Antoine puisse sentir l'eau de Cologne bon marché du gars et voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. « Ou quoi, le campagnard, tu vas faire quelque chose ?» Pendant un instant, Antoine faillit le faire. Son corps savait exactement comment répondre. Un simple fauchage de hanche mettrait Kevin sur le dos en quelques secondes, probablement commotionné par l'impact avec le sol. De là, il serait facile de contrôler Maxime et Théo avant même qu'ils ne puissent comprendre ce qui s'était passé. 8 ans d'entraînement avaient rendu de tels mouvements aussi naturels que marcher. Au lieu de cela, il recula. « Donne-lui juste le livre. » Le sourire de Kevin était prédateur. « Regardez ça, les gars. Le petit Parisien a un peu de courage après tout. » Il poussa Antoine fort dans la poitrine, le faisant trébucher en arrière dans une chaise vide. Mais pas beaucoup. La cantine éclata dans le genre de rire nerveux qui suivait toujours ces démonstrations. Théo jeta le cahier de Léa à ses pieds, ses pages se dispersant sur le sol. Les 3 garçons s'éloignèrent en se pavanant, se tapant dans la main en partant. Antoine s'agenouilla pour aider Léa à ramasser ses papiers, ses mains stables malgré la rage qui le traversait. « Ça va ?» Elle hocha la tête, pleurant toujours, et murmura un « merci » à peine audible avant de fuir vers le couloir. Cet après-midi marqua le début de la véritable éducation d'Antoine au lycée Saint-Joseph. L'équipe de Kevin l'avait identifié comme une cible digne de leur attention, et ils poursuivirent leur nouveau passe-temps avec l'enthousiasme dévoué de prédateurs qui avaient trouvé une proie fraîche. Cela commença petit. Des coups d'épaule dans le couloir qui envoyaient Antoine heurter les casiers, des déversements accidentels qui laissaient son sac à dos trempé de lait ou de soda, le barrage constant d'insultes proférées juste assez doucement pour éviter l'intervention des professeurs. Antoine endura tout cela avec le même silence stoïque qu'il avait maintenu lors de leur première rencontre. Mais chaque incident érodait sa détermination. Le pire n'était pas le harcèlement physique. Antoine avait enduré bien pire pendant les séances d'entraînement. C'était l'isolement. Son intervention au nom de Léa l'avait désigné comme quelqu'un qui s'opposerait aux brutes, ce qui le rendait paradoxalement radioactif pour les autres élèves. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait peint une cible sur son dos. Même Léa l'évitait maintenant, baissant la tête et se dépêchant de passer chaque fois que leurs chemins se croisaient. Antoine comprenait, elle essayait juste de survivre, comme tout le monde, mais cela piquait néanmoins. 3 semaines après le début de sa nouvelle réalité, le harcèlement s'intensifia. Antoine quittait son dernier cours de la journée lorsqu'il trouva son casier décoré d'un dessin grossier d'un Parisien avec un béret en train d'être expulsé au-delà d'un périphérique. Les mots
« Retourne à Paris » était griffonné sur le métal au marqueur permanent. « Tu aimes notre œuvre d'art ?» La voix de Kevin portait depuis le couloir. Il s'approcha avec son entourage habituel, plus quelques nouveaux visages qui avaient apparemment rejoint le comité de divertissement. Antoine fixa le dessin, sentant quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Le concierge, Monsieur Le Gall, passa sans établir de contact visuel, son chariot grinçant alors qu'il disparaissait au coin de la rue. « Je m'appelle Antoine », dit-il doucement, manipulant sa serrure à combinaison. « Plus maintenant », rit Maxime. « À partir de maintenant, tu es le Parisien qui pue le camembert. » Théo ouvrit le casier d'Antoine et fit tomber ses livres par terre, puis les fit rouler dans le couloir. « Oups !» dit-il avec une fausse inquiétude. « Dépêche-toi, le Parisien, ou tu vas rater ton train pour Paris. » Antoine s'agenouilla pour ramasser ses affaires éparpillées, pleinement conscient de la petite foule qui s'était rassemblée pour regarder le spectacle. Parmi eux, il aperçut plusieurs élèves en train d'enregistrer avec leur téléphone. Demain, la vidéo circulerait probablement dans toute l'école. « Tu sais quel est ton problème, le Parisien ?» dit Kevin, se penchant au-dessus de lui. « Tu penses que tu es meilleur que nous. Tu arrives ici avec ton attitude de dur silencieux, comme si tu étais une sorte de héros. » Antoine se redressa, les bras pleins de manuels et de papiers volants. « Je veux juste rentrer chez moi. »« Alors vas-y, » dit Kevin, écartant largement les bras. « Personne ne t'en empêche. Monte dans un train, traverse la France à la nage, peu importe ce que vous faites, vous les Parisiens. » Le couloir était devenu silencieux, à l'exception du gazouillis électronique des caméras de téléphone. Antoine pouvait sentir des douzaines de paires d'yeux sur lui, attendant de voir s'il allait finalement craquer, s'il allait leur donner la violence qu'ils espéraient voir et partager. Au lieu de cela, il s'éloigna. Cette nuit-là, Antoine fixa son plafond et se demanda si son père avait eu tort. Peut-être qu'il y avait des situations où tendre l'autre joue n'invitait qu'à plus d'abus. Peut-être que certaines personnes ne comprenaient qu'une seule langue. Mais chaque fois qu'il envisageait d'abandonner ses principes, il se souvenait des paroles de son père. « Le moment où tu deviens ce que tu détestes, il gagne. » Le point de rupture survint un vendredi après-midi, fin octobre. Antoine traversait le parking de l'école lorsqu'il entendit le bruit de pneus qui crissaient et des rires. Le pick-up surélevé de Kevin vira vers lui, assez près pour que le rétroviseur effleure son sac à dos. Le camion dérapa jusqu'à l'arrêt et les trois garçons en sortirent. « Désolé, le Parisien !» cria Kevin, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Je ne t'ai pas vu. Peut-être que tu devrais porter des couleurs plus vives pour que les gens puissent te repérer. » Une petite foule s'était rassemblée, attirée par l'agitation. Antoine reconnut quelques visages de ses cours, des enfants qui ne lui avaient jamais parlé, mais qui semblaient impatients d'assister à ce qui allait se passer. « On a réfléchi, » dit Maxime, tournant autour d'Antoine comme un requin. « Tu es dans notre école depuis des mois maintenant, mais tu n'as jamais vraiment participé à aucune de nos traditions. » Théo sortit une longueur de corde du plateau du camion et Antoine sentit son sang se glacer. « Ouais, » ajouta Théo, sa voix prenant un ton qui n'était pas là auparavant. « Il est temps pour le Parisien d'en apprendre davantage sur les coutumes bretonnes. » Les voies ferrées abandonnées couraient derrière l'école, traversant une étendue de bois qui séparait le campus de la zone résidentielle au-delà. Antoine était passé devant des dizaines de fois, n'imaginant jamais qu'elle deviendrait le cadre de son cauchemar. « C'est comme ça qu'on accueille les nouveaux élèves », expliqua Kevin, alors qu'il le faisait marcher à travers les arbres, la petite foule suivant à une distance de sécurité comme des spectateurs dans un cirque romain. Surtout ceux qui pensent qu'ils sont trop bien pour montrer le respect dû. L'esprit d'Antoine s'emballa alors qu'ils approchaient des rails rouillés. Il pouvait se libérer, même avec ses mains attachées dans le dos. Il connaissait au moins 3 façons différentes de neutraliser Kevin avant que les 2 autres ne puissent réagir. Mais il y avait des témoins, des téléphones qui enregistraient, et toute violence qu'il commettrait serait capturée et partagée dans toute l'école d'ici le matin. Plus important encore, la voix de son père continuait de résonner dans sa tête. La violence est toujours le dernier recours.
Mais alors que Maxime le forçait à s'agenouiller à côté des rails et que Théo commençait à fixer la corde autour de ses chevilles, Antoine se demanda s'il avait finalement trouvé ce dernier recours. « Ne t'inquiète pas, le Parisien, » dit Kevin, testant les nœuds. « Le train de marchandises de 17h15 ne passe pas avant 1h. Tu as tout le temps de réfléchir à si tu veux continuer à nous manquer de respect. » La corde était du paracorde de qualité militaire, le genre qu'Antoine avait utilisé pendant l'entraînement à la survie. Mais elle était attachée par des amateurs qui avaient appris leurs nœuds à partir de vidéos YouTube plutôt que de sergents instructeurs. Même avec ses mains attachées, Antoine pouvait sentir les faiblesses dans leur travail. « C'est de la folie », murmura quelqu'un dans la foule. « On devrait appeler la police. »« Avec quoi ?» rit Maxime. « Le Parisien est probablement un fraudeur de toute façon. Les flics ne feraient que le renvoyer à Paris. » Le groupe commença à se disperser à mesure que la réalité de ce qu'ils regardaient se précisait. Certains élèves s'éloignèrent précipitamment, soudainement impatients d'être ailleurs. D'autres s'attardèrent, leur téléphone enregistrant toujours, pris entre la fascination et l'horreur. Kevin se pencha près de l'oreille d'Antoine. « La prochaine fois, peut-être que tu réfléchiras à 2 fois avant de jouer les héros pour une bégueule. » Ils le laissèrent là, attaché et enchaîné au rail, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Antoine pouvait entendre leur rire s'estomper alors qu'ils retournaient à travers les bois, suivis par le bavardage nerveux des spectateurs restants. Seul sur les rails, Antoine ferma les yeux et laissa son entraînement prendre le dessus. Les attaches étaient en plastique bon marché, le genre qui pouvait être cassé avec la bonne technique. Il avait appris la méthode lors d'un cours de survie à Fort Bragg. Positionnez les attaches au-dessus de votre tête, puis abaissez brusquement vos bras tout en les écartant. La tension se concentrerait au point le plus faible du mécanisme de verrouillage. Il fallut 3 tentatives, mais les attaches finirent par se casser. La corde était plus difficile, mais Antoine l'avait étudiée pendant toute la promenade à travers les bois. Théo avait utilisé un nœud de cabestan autour de ses chevilles, sûr contre la traction, mais vulnérable au bon type de mouvement de torsion. Avec ses mains libres, Antoine fut capable de détacher la corde en moins de 5 minutes. Il se leva, enlevant la saleté de ses vêtements, et écouta attentivement. Il pouvait encore entendre des voix au loin. L'équipe de Kevin et leur public se dirigeaient probablement vers le parking, confiants que leur victime était solidement piégée. Antoine sourit pour la première fois depuis des semaines. Il retourna à travers les bois avec le silence fluide de quelqu'un qui avait été entraîné à se déplacer sans être vu. La foule était plus petite maintenant. Peut-être une douzaine d'élèves regroupés autour du camion de Kevin, se passant des téléphones pour regarder et revoir les images qu'ils avaient capturées. « Vous avez vu sa tête quand on l'a attaché ?» disait Maxime. « On aurait dit qu'il allait pleurer. »« On aurait dû prendre un selfie », ajouta Théo, la grande aventure ferroviaire du Parisien. Ils étaient tellement concentrés sur leur téléphone qu'aucun d'eux ne remarqua Antoine émerger de la lisière des arbres. Il se déplaça avec une grâce prédatrice, couvrant les 50 mètres de terrain découvert sans faire de bruit. « Vous vous amusez bien ?» demanda-t-il doucement. L'effet fut immédiat et électrique. Kevin se retourna, son visage passant par la confusion, l'incrédulité et finalement la peur, alors qu'il comprenait ce qu'il voyait. « C'est impossible », souffla Maxime. « La corde a été attachée par des amateurs », termina Antoine. Il leva les attaches coupées et le paracorde enroulé. « Vous pensiez vraiment que YouTube allait vous apprendre de meilleurs nœuds que l'armée française ?» Les élèves restants commencèrent à reculer, comprenant soudainement qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple incident de harcèlement. Plusieurs téléphones continuaient d'enregistrer, mais maintenant leur propriétaire les tenait avec des mains tremblantes. Kevin se reprit en premier, son choc se transformant en rage. « Tu penses que tu es intelligent, le Parisien ? Tu penses que tu es dur ?» Il fouilla dans le plateau de son camion et sortit une clé à roue. « On va voir à quel point tu es vraiment dur. » Maxime et Théo se déplacèrent pour flanquer Antoine, formant un triangle avec Kevin à la pointe. Ils avaient déjà fait ça.
Antoine pouvait le voir dans la façon dont il se positionnait, la coordination décontractée qui parlait de violence pratiquée. 3 contre 1, observa Antoine, sa voix toujours calme. Et vous avez apporté une arme. Vos parents doivent être si fiers. Kevin leva la clé à roue au-dessus de sa tête, la ferme et... Il ne termina jamais la phrase. Antoine se déplaça avec la vitesse explosive de quelqu'un qui avait passé 8 ans à apprendre à transformer son corps en une arme. Un simple pas et un pivot le firent entrer dans la balançoire de Kevin et une frappe de la paume au plexus solaire fit tomber le plus grand garçon à genoux, haletant, à la recherche d'air. La clé à roue s'écrasa sur l'asphalte. Maxime chargea depuis la gauche, lançant un coup de poing sauvage qu'Antoine esquiva facilement. Un balayage du pied fit tomber Maxime au sol, où une application précise de pression sur son poignet le maintint cloué et hurlant. Théo hésita, réalisant soudainement qu'il était confronté à quelqu'un de bien plus dangereux que le garçon tranquille qu'il tourmentait depuis des semaines. Quand il finit par s'engager dans son attaque, il était trop tard. Antoine attrapa son coup de poing, utilisa son élan contre lui et le projeta face contre le côté du camion de Kevin avec un fauchage de hanche qui aurait rendu ses instructeurs fiers. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Antoine redressa sa chemise et regarda autour de lui les visages stupéfaits de son public. Kevin était toujours à genoux, serrant son estomac et émettant de petits gémissements. Maxime était allongé sur le côté, berçant son poignet. Théo était inconscient contre le camion, une fine ligne de sang coulant de son nez. « Maintenant, » dit Antoine, sa voix portant clairement dans le silence soudain, « parlons de respect. » Il se dirigea vers le camion de Kevin et récupéra la bobine de paracorde. « Vous vouliez me montrer les traditions bretonnes, » continua-t-il, coupant méthodiquement la corde en 3 longueurs égales. « Laissez-moi vous montrer l'une des miennes. » Kevin essaya de s'éloigner en rampant, mais Antoine l'attrapa par la chemise et le tira vers le haut. « Ça s'appelle conséquence, » expliqua Antoine, alors qu'il commençait à attacher les mains de Kevin dans le dos avec le même genre de nœud que les brutes n'avaient pas réussi à maîtriser. Concept très populaire dans l'armée. Maxime s'était suffisamment remis pour essayer de courir, mais Antoine l'attrapa avant qu'il n'ait fait 10 pieds. Le poignet du garçon était probablement foulé, ce qui facilita son contrôle, alors qu'Antoine attachait également ses mains. Théo était toujours inconscient quand Antoine l'attacha, mais il respirait régulièrement. Le sang de son nez avait déjà cessé de couler. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Léa Kervern venait du bord de la foule. Elle était apparue à un moment donné pendant la confrontation, attirée par l'agitation comme tout le monde. Antoine leva les yeux de son travail. « Je donne une leçon d'empathie, » dit-il. Il semblait penser que c'était amusant d'attacher les gens et de les laisser sans défense. J'ai pensé qu'ils pourraient bénéficier de l'expérience eux-mêmes. Il traîna les 3 garçons jusqu'au mât du drapeau, au centre du parking, et les y attacha avec le reste de la corde. Kevin s'était suffisamment remis pour jurer et se débattre, mais les nœuds étaient de qualité militaire maintenant, attachés par quelqu'un qui avait appris des experts. « C'est un enlèvement !» cria Kevin. « Tu ne peux pas faire ça !» Antoine s'agenouilla pour être au niveau des yeux de son ancien bourreau. « Vous m'avez attaché au rail du train, » dit-il doucement, « avec un train qui arrivait. C'est une tentative de meurtre. » Il fit un geste vers la douzaine d'élèves qui regardaient toujours à une distance de sécurité. « Et tout est sur vidéo. » Le visage de Kevin pâlit alors que les implications s'imprégnaient. « Mais voici le truc, » continua Antoine, se relevant. « Je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas te laisser ici à te demander si tu vas mourir. Je vais appeler le proviseur, la police et probablement les pompiers pour venir te détacher. » Il fit une pause. Finalement, il sortit son téléphone et commença à faire défiler ses contacts. « Pendant que nous attendons, peut-être que vous pouvez réfléchir à ce que ça fait d'être sans défense, d'être humilié devant vos pairs, de vous demander si la personne qui a le pouvoir sur vous va faire preuve de pitié. » La foule avait grossi à mesure que la nouvelle se répandait dans toute l'école.
Les élèves sortaient du bâtiment, attirés par les rumeurs d'une bagarre qui s'était déroulée très différemment de ce que quiconque attendait. Antoine pouvait voir des professeurs commencer à émerger également, alertés par l'agitation. « Monsieur Dubois !» La voix du proviseur Leroux résonna à travers le parking alors qu'il s'approchait avec 2 agents de sécurité. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Antoine ne s'enfuit pas. Il se tenait calmement à côté du mât du drapeau, les mains sur les côtés, et attendit que les autorités l'atteignent. « Ces 3 élèves m'ont attaché au rail du train, monsieur, » dit-il simplement. « Je suis sûr que plusieurs personnes ont des preuves vidéo. Je me suis défendu, puis je les ai attachés ici pour empêcher leur fuite avant que la police ne puisse arriver. » Le proviseur Leroux regarda d'Antoine aux 3 garçons attachés au mât du drapeau, puis à la foule d'élèves tenant des téléphones. « Quelqu'un a appelé le 17 ?»« J'allais le faire », répondit Antoine, levant son téléphone. L'heure suivante fut un flou d'officiers de police, de secouristes et de conversations très sérieuses. Antoine se retrouva menotté à l'arrière d'une voiture de patrouille, tandis que le détective Le Guen examinait les images du téléphone avec des expressions de plus en plus sombres. « Jeune », dit le détective Le Guen quand il finit par s'approcher d'Antoine. « Tu sais que je dois t'arrêter pour agression. » « Oui, monsieur, » répondit Antoine. « Mais je dois aussi te dire que ce que ces garçons t'ont fait... » Il secoua la tête. « Attacher quelqu'un au rail du train est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, complot en vue de commettre une agression. » Il fit une pause. « Ton avocat va s'en donner à cœur joie avec les allégations de légitime défense. » Les accusations contre Antoine furent abandonnées en 1 semaine. Les preuves vidéo étaient accablantes. Des dizaines d'élèves avaient capturé l'équipe de Kevin, le faisant marcher jusqu'au rail, l'attachant et l'y laissant. Le procureur de la République appela cela le cas de légitime défense le plus clair que j'ai vu depuis 20 ans. Kevin, Maxime et Théo n'eurent pas autant de chance. Tous les 3 furent expulsés du lycée Saint-Joseph et durent faire face à de graves accusations criminelles. La famille de Kevin engagea des avocats coûteux, mais les preuves étaient impossibles à contester. Il fut finalement condamné à la détention juvénile et à une gestion de la colère ordonnée par le tribunal. Le changement à l'école fut immédiat et profond. Les élèves qui avaient évité Antoine pendant des mois voulurent soudainement s'asseoir avec lui au déjeuner. Les professeurs qui ne l'avaient jamais remarqué auparavant firent tout leur possible pour lui demander comment il allait. Les couloirs se sentaient différents, moins prédateurs, plus accueillants. Mais le changement le plus important se produisit chez Antoine lui-même. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Joseph, il marcha la tête haute. Il établit un contact visuel. Il sourit. « Tu sais, » dit Léa Kervern un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de chimie, « je n'ai jamais pu te remercier correctement pour ce premier jour à la cantine. » Antoine leva les yeux de ses notes de laboratoire. « Tu n'as pas besoin de me remercier, on se soutient mutuellement, non ?» Elle sourit, le premier sourire sincère qu'il avait vu d'elle depuis ce jour, avec ses livres éparpillés. « Oui. » 3 mois plus tard, Antoine reçut une lettre de son père qui avait finalement appris toute l'histoire par les voies militaires officielles. La lettre était brève, écrite dans le style direct caractéristique de son père. « Fiston, j'ai entendu parler de l'incident ferroviaire. Fier de toi d'avoir essayé de le gérer pacifiquement d'abord. Encore plus fier que tu ne sois pas devenu comme eux quand tu as finalement dû agir. La violence était ton dernier recours, comme nous en avons discuté. C'est ce qui sépare les bons des méchants, savoir quand se battre et quand s'arrêter. Les brutes ont appris que les actions ont des conséquences. Tu as appris que parfois, se défendre change tout. Ce sont 2 leçons importantes. À Noël. Papa. » Antoine plia soigneusement la lettre et la glissa dans son portefeuille. Dehors, à travers sa fenêtre, il pouvait voir des élèves se rassembler sur le parking, leurs voix portant dans la brise de l'après-midi. Certains parlaient probablement de devoirs, d'autres de projets de week-end. Aucun d'eux n'avait peur. Cela, pensa Antoine, valait la peine de se battre.